Bonjour à tous, bienvenue à l'édition hebdomadaire du Sursaut, où chaque semaine nous avons le plaisir d'échanger avec un intellectuel, un expert ou une personnalité engagée. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de m'entretenir avec Didier Lesky, directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui répondra à nos trois questions. Bonjour Didier Lesky. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Vous nous aviez en fait déjà fait l'honneur en 2018 de participer à la conférence 3I, Intégration, Immigration, Identité, dont l'objectif était d'inciter la société civile dans son ensemble à s'emparer de ces thèmes qui sont des questions difficiles et qui pourtant sont souvent exploités par les populistes. Diriez-vous, alors ce sera ma première question, que les challenges qu'on avait identifiés il y a 4 ans, tant pour la France que pour l'Europe, sont restés les mêmes? Finalement, quelles ont été les évolutions, s'il y en a eu des évolutions majeures sur ces questions au cours des dernières années? Écoutez, je crois que les problèmes que nous avions identifiés à l'époque sont restés les mêmes, c'est-à-dire la difficulté dans beaucoup de pays d'Europe, mais d'autres continents peuvent avoir les mêmes problèmes. Enfin, en tout cas, pour ce qui concerne les pays d'Europe, la difficulté à prendre en charge des populations qui désirent s'établir dans ces pays, euh, parce que soit il y a des difficultés économiques profondes, c'est par exemple le cas qu'a connu la France pendant très longtemps, avec un taux de chômage extrêmement élevé, soit parce que la typologie même de l'emploi eh bien, rend difficile l'intégration et l'accès à l'autonomie de personnes qui sont très peu qualifiées ou pas qualifiées, soit parce que les écarts culturels sont tels qu'il y a une longue période d'adaptation nécessaire, et cette adaptation pour une partie des populations qui migrent eh bien, ne se fait pas. Voilà, on est actuellement, par exemple, dans des difficultés qu'on ne soupçonnait pas ou qu'on n'imaginait pas, en tout cas quand il y a encore quelques années, dans un pays comme la Suède. On a vu là des émeutes urbaines qui sont comparables à celles qu'a connues la France en 2005 et qui sont liées à des difficultés d'accès au marché de l'emploi, à la concentration de populations migrantes dans des parties du territoire. C'est ce qu'on appelle la difficulté de répartir la charge de l'accueil et du coup aussi à des phénomènes culturels liés en particulier pour des personnes venant de sociétés culturelles ou culturelles musulmanes euh, à s'adapter ou à accepter de s'intégrer dans des normes sociales qui sont aussi le fruit de luttes longues, de combats. Je pense à l'égalité homme-femme, bien sûr, qui est souvent mise en avant, mais plus largement au respect des différences, hein. Et nos sociétés se caractérisent par l'élargissement du spectre de leurs différences, alors que les sociétés de départ se caractérisent par le rétrécissement des spectres des différences, et on ne peut pas penser que ça ne pèse pas sur la conscience de ceux qui partent, hein, et qui, du coup, ont du mal à comprendre que nous sommes des sociétés qui euh, vivent les différences, ou en tout cas tentent de les vivre, à la fois dans le respect de chacun, mais dans le partage de normes communes qui nous permettent de vivre ensemble. Et alors, les flux migratoires en Europe ont récemment été accentués par l'invasion de l'Ukraine par la Russie, débutée fin février. On estime qu'aujourd'hui, 5,5 millions environ d'Ukrainiens ont quitté leur pays depuis le début de l'invasion, majoritairement des femmes et des enfants. Beaucoup d'entre eux ont trouvé refuge dans les pays frontaliers, que ce soit la Pologne ou la Hongrie, par exemple. Certains viennent en France ou vont venir en France. Qu'est-ce qui est prévu aujourd'hui par l'État français pour les accueillir et leur permettre de s'intégrer? Alors, je pense qu'il faut faire une différence entre les déplacés qui viennent d'Ukraine et d'autres types de flux migratoires. Actuellement, par exemple, il y a plus d'1 million de personnes qui sont retournées en Ukraine, et la caractéristique des personnes déplacées à partir de l'Ukraine, c'était que c'était plus de 80% des femmes avec enfants qui ont souhaité rester dans les pays limitrophes de l'Ukraine parce qu'elles souhaitaient rester
ou ne pas s'éloigner pour l'essentiel des hommes, des pères, des maris, des frères, des jeunes hommes. En France, par exemple, nous avons eu quasiment pas de jeunes hommes à partir de 16 ans, enfin de grands adolescents dans ceux qu'on a accueillis. Voilà. En ce qui concerne la France n'a pas été le premier pays d'arrivée de ces déplacés parce que la communauté ukrainienne, avant les événements, avant le 24 février, était beaucoup plus faible que par exemple en Italie, en Espagne et même au Portugal, et naturellement en Allemagne et en Pologne ou en Roumanie. Et ce qui a été mis en place, c'est un système juridique qui a été adopté par l'ensemble des pays de l'Union européenne, hein, et qui s'appelle la protection temporaire, justement avec cette idée que ce n'est pas comparable à d'autres types de migration de guerre, par exemple avec les Syriens, puisque ce ne sont pas des populations qui fuient leur gouvernement, hein, mais c'est des populations qui soutiennent leur gouvernement qui lui-même dans une difficulté d'invasion, d'où les retours du reste depuis que l'armée russe s'est retirée de certaines zones. Donc cette protection temporaire, elle ouvre droit à une allocation qui est versée par l'Office français de l'immigration et qui est comparable à l'allocation versée pour des demandeurs d'asile. Elle ouvre droit aussi à la protection maladie, hein, qu'on appelle la PUMA ou la CMU à une certaine époque. Et elle ouvre droit aussi à un droit au travail, mais c'est un peu théorique parce qu'il y a très peu de personnes qui parlent suffisamment le français pour accéder d'emblée à un emploi. Enfin, en ce qui concerne l'hébergement, une partie de l'hébergement résulte enfin la majeure partie du reste de l'effort mis en place par l'État à travers des opérateurs que l'État finance, et puis une partie auprès de particuliers avec des situations différentes, soit des particuliers qui connaissaient les personnes, soit des particuliers qui se sont portés volontaires. On est actuellement à plus de 70 000 Ukrainiens qui sont, qui relèvent de l'allocation versée par l'OFI. Ça donne à peu près le véritable chiffre des personnes actuellement sur le territoire. Je pense qu'on n'atteindra pas les 100 000 qui étaient à un moment donné annoncés, puisqu'on a déjà des retours non négligeables, hein, de personnes qui sont reparties en Ukraine. Et alors que nous étions montés à plus de 1000-1200 personnes qui arrivaient tous les jours, là, on est à quelques centaines qui arrivent. Et il faudrait en déduire les départs, ce qui n'était pas le cas au début. Alors, pour revenir à la période électorale que nous avons vécue au cours des semaines précédentes, on a beaucoup entendu dire, d'une part, que cette population ukrainienne qui viendrait serait mieux vue que les vagues d'immigration précédentes et subirait moins de discrimination. On a également entendu beaucoup de discours finalement jouant sur les peurs liées à la question de l'immigration, notamment allant de pair avec la poussée de l'extrême droite. Donc ma dernière question est la suivante. Que faudrait-il faire selon vous pour lutter contre les discriminations en règle générale et favoriser une meilleure compréhension des changements qu'implique l'immigration dans la société française, comme par exemple sur le plan culturel, comme vous le soulignez dans la revue des Deux Mondes récemment, et finalement, comment contrer ces discours populistes qui jouent sur les peurs et auxquels, personnellement, vous vous êtes opposé récemment? Alors, il est indéniable qu'il y a eu un élan d'émotion à partir de l'invasion par les Russes de l'Ukraine. Et cet élan d'émotion, elle s'est traduite par des manifestations de solidarité avec des personnes qui ont dit ben, moi je suis prêt à accueillir, c'est indéniable. Mais je crois que les personnes qui ont fait ça, elles ont compris d'une certaine manière que, ou en tout cas elles espéraient, comme les Ukrainiens eux-mêmes l'espéraient, que ça soit temporaire, avec un retour. Et si on a des retours aujourd'hui d'Ukrainiens, c'est parce qu'il y a la volonté de reconstruire son pays et d'y retourner, ou de retourner à la situation hantée. Voilà. Après, est-ce que
le pays, en particulier la France ou l'Europe, on parle là de la France, sont des pays où l'accueil est, est différencié, où il y a un rejet de l'autre. Ça peut exister, mais je ne crois pas que ça soit majoritaire. En tout cas, on ne peut pas oublier que on a connu d'autres périodes où les tensions étaient beaucoup plus vives dès lors qu'il s'agissait d'immigrés qui venaient sur le sol français. On a oublié à la fin, dans les années 70 ou au début des années 80, des événements extrêmement violents qui se déroulaient contre des foyers de travailleurs migrants. Depuis, depuis aussi en fonction, mais depuis une bonne dizaine d'années, où les flux migratoires n'ont jamais été aussi importants vers la France, on n'a pas connu d'événements gravissimes et il faut s'en féliciter, alors même que le pays a été extrêmement meurtri et qu'une partie de sa population aurait pu s'adonner à des actes criminels condamnables, alors même qu'elle aurait pu se sentir extrêmement meurtrie. Et parfois, les événements peuvent créer des mouvements de criminels ou de folie euh, qui étaient même souhaités par ceux qui ont commis les attentats en France ces dernières années. Il ne faut pas oublier que avoir des prêtres tués pour une autre conception de Dieu dans une église, eh bien, on n'avait pas fait ça depuis les massacres entre catholiques et protestants. Et donc, on peut pas, moi, je crois qu'il y a un pays qui, globalement, reste assez serein, mais ce qui est vrai, c'est qu'il peut y avoir des discours xénophobes, en tout cas un relent xénophobe, qui tentent de jouer sur les peurs et et ces peurs peuvent trouver comme exutoire, malheureusement, le fait de porter au plus haut des formations qui ne sont pas anodines, comme le Rassemblement national, et c'est pour ça, du reste, que, effectivement, à titre de fonctionnaire républicain, j'ai indiqué d'emblée que je ne collaborerai pas, par exemple, avec la candidate du Rassemblement national si elle était élue. Mais dans ce contexte, je pense que notre difficulté reste quand même la, le fait qu'une partie de l'immigration qui est arrivée ces dernières années, euh, et, et a du mal à s'insérer, soit en termes d'autonomie sociale, soit en termes culturels, dans ce que nous sommes. Et cette difficulté-là, elle peut être exploitée par ceux qui voudraient mettre un terme à la concorde générale, ou en tout cas voudraient précipiter le pays dans des affrontements à partir de l'idée de la race, ou de choses qui sont extrêmement toxiques pour notre tradition héritée des Lumières et qu'il nous faut défendre. Merci beaucoup Didier Lesky. Merci à vous. À bientôt. À bientôt, au revoir. Au revoir.